tout marche. Bon. Alors, écoutez, merci à tous ceux qui sont venus d'être venus et à tous ceux qui sont connectés d'être connectés. Alors, nous avons aujourd'hui le plaisir d'accueillir, c'est elle qui nous fait le plaisir de venir, Sylvie Termignon. Donc, c'est Sylvie Termignon, qui est une historienne de l'art, qui est actuellement à la tête du musée de la voiture à cheval de Bourg, sur Gironde. Et nous avons d'autant plus de plaisir à vous accueillir que nous nous connaissons depuis longtemps, nous avons pas très longtemps, mais travaillé ensemble dans le service des antiquités et objets d'art. Et bien voilà, nous n'en avons gardé que de bons souvenirs et nous nous réjouissons de cette conférence qui porte essentiellement, bon, qui est une présentation du musée, j'imagine, de la voiture à cheval, et qui porte sur un fond, le fond d'un carrossier libournais, d'après ce que j'ai compris, qui a été récemment acquis par le musée. Voilà. Bah, écoutez, je vais vous merci encore de votre présence et je vais vous laisser la parole. Merci, Monsieur Maffre, pour cette présentation. Je suis ravie de venir à la Société archéologique de Bordeaux. Effectivement, je vais vous présenter les coulisses du musée de la voiture à cheval. C'est un musée qui se situe sur la commune de Bourg, à 40 km au nord de Bordeaux, donc direction Paris. Et ce musée est constitué d'une collection de voitures hippomobiles. Et puis, je vais en profiter également pour inclure le Fonds Bellion, parce que effectivement, le Fonds Bellion, ça fait partie aussi des coulisses du musée. Et donc, ce sera l'occasion pour moi de présenter ce fonds que j'ai par ailleurs présenté à Paris lors d'une conférence à une époque où il fallait, le gouvernement français souhaitait, le ministère de la Culture, faire passer l'équitation française au patrimoine de l'UNESCO. Ils y sont parvenus et donc la collection Bellion a été présentée à cette occasion puisqu'on m'a demandé de présenter du matériel professionnel. Donc, je vais représenter à nouveau cette conférence, mais comme elle était très courte, je l'ai agrémentée avec d'autres images. Alors, le musée, c'est juste une structure, en fait, avec une collection. Ce qui fait vivre le musée, c'est les personnes qui sont à l'intérieur du musée. Et donc, je vous présente l'équipe avec laquelle je travaille et qui travaille avec moi. En premier lieu, les agents du musée, Philippe Pigné, qui est mon plus proche collaborateur, Émilie Bouzet, qui est notre saisonnière et qui travaille donc au musée tout l'été pour faire les visites guidées. Nous avons également sur le musée 2 bénévoles, Gilles Robert et Angélina Jacquin. Sur la bibliothèque, nous avons Amaya Faure, qui est la bibliothécaire donc, de Bourg. Elle est très importante pour le déroulé de cet exposé, vous comprendrez pourquoi tout à l'heure. Et les bénévoles qui travaillent avec Amaya, Daniel Ramirez et Damien Victor. Alors, je vous ai dit que Philippe Pigné, c'est mon plus proche collaborateur. C'est quelqu'un qui est passionné par la citadelle de Bourg. Émilie Bouzet, pour sa part, fait de la couture. Donc, il lui arrive quelquefois de restaurer les sièges des voitures hippomobiles lorsque nous avons des boutons qui sautent ou des choses qui s'abîment. Et cela se fait sous la direction et sous la surveillance, on va dire la surveillance aimable, de Nathalie Giffard de la Jaille, qui est une restauratrice habilitée Musée de France. Pour Gilles Robert et Angélina Jacquin, ce sont, pour Gilles en tout cas, on l'appelle Monsieur Question. Il pose énormément de questions. On n'a pas toujours les réponses, mais ça nous permet de voir les choses sous plusieurs angles. Pour nous, c'est toujours pertinent. Et puis sur nous, ça nous évite de faire des affirmations, parfois aussi, un peu trop hâtives. Angélina est un paléontologue, donc c'est précieux de l'avoir à nos côtés. Elle a suivi notamment le chantier de restauration de la crypte de la Libarde.
Et pour nous, un paléontologue, c'est vraiment exceptionnel de l'avoir à nos côtés dans la mesure où ce sont des personnes qui sont extrêmement délicates sur le terrain et qui vont soutirer beaucoup plus d'informations que d'autres archéologues parce qu'ils sont vraiment très très fins et très délicats. Danielle Ramirez fait également de la couture et donc c'est elle qui va réaliser les tapis de conte. Il faut savoir qu'un tapis de conte, ça coûte environ 2000 € et que pour 70 €, Danielle nous fait donc les tapis de conte. Alors c'est un petit musée de province, on est bien d'accord. Et Damien Viltort et Daniel vont remplacer Amaya lorsqu'elle est en congé. Je vous ai porté des plaquettes du musée si vous souhaitez le visiter. Alors, on peut voir sur la plaquette qu'il est écrit « Musée de la citadelle de Bourg, souterrain et calèche, parc et jardin, voiture à cheval, souterrain cavalier, cuve à pétrole de la Seconde Guerre mondiale ». En fait, le musée de la voiture à cheval, il est inclus à l'intérieur d'un site pour lequel nous présentons plusieurs éléments. Donc, quand vous arrivez sur Bourg, vous vous garez à côté de l'église et arrivant sur la place d'Armes, vous allez tomber sur un portail du XVIIIe siècle qui, en principe, doit annoncer un jardin à la française, comme tous les portails dont les vantaux, en fait, représentent la symétrie du jardin à la française. Effectivement, ça fonctionne, nous avons bien un jardin à la française. Mais vous voyez qu'il y a écrit en haut du PowerPoint, il est écrit Musée de la citadelle de Bourg. Alors, au fond, c'est pas une citadelle, c'est plutôt une chartreuse du XVIIIe siècle. On va aller la voir d'un petit peu plus près. C'est bien donc une chartreuse qui a été construite en 1723 à Bourg. Elle est de type néoclassique. Elle est donc extrêmement moderne pour l'époque, puisque sur Bordeaux en 1723, vous êtes encore en plein baroque. Il y avait bien une citadelle et elle est... Alors, je cherche mon pointeur, excusez-moi. Bon, je suis un petit peu perdue. La chartreuse est louée pour les mariages et les rosiers que vous avez en premier plan sont des rosiers Lily Marlène. C'est pas grave. Désolé. Le voilà. Alors, ça y est, on le voit. Ok, merci. Donc là, voilà, ça y est. Ici, on peut voir donc la partie haute de la chartreuse. C'était là que se trouvait une forteresse militaire qui a été présente du XIIe jusqu'au XVIIe siècle à Bourg, qui a été détruite, mais cette forteresse militaire sur la Gironde du XIIIe au XVIe siècle, ça a tellement marqué les esprits que le bâtiment que vous avez sous les yeux, qui n'est qu'une chartreuse, est appelé par tout le monde la citadelle. D'ailleurs, vous n'êtes pas à Bourg, vous êtes à Bourg-sur-Gironde. Il n'y a rien à faire. Pourtant, vous pouvez garder les cartes IGN. Bourg-sur-Gironde, ça n'existe pas. C'est Bourg, tout simplement. Mais bon, on ne va pas en vouloir aux Bourquais. Ils sont très attachés à leur citadelle, qui est une chartreuse. Alors, les parties souterraines de la citadelle, nous en avons quelques-unes, et notamment le souterrain cavalier, qui a été aménagé sur la demande du duc d'Épernon en 1595. À ce moment-là, il n'est pas encore gouverneur de Guyenne, il est gouverneur en Aunis et Saintonge. Et c'est un souterrain qui est emprunté par les chevaux, qui permet de relier la forteresse militaire jusqu'à la rivière. Cette partie-là, qui concerne la citadelle, c'est donc le sujet favori de mon collègue. Je lui ai demandé pourquoi c'était son sujet favori. Il m'a dit qu'il ne savait pas, mais qu'il adore la citadelle. Alors, ma foi, il faut que j'arrive maintenant. Il faut que je manipule, excusez-moi. Il y a également à Bourg des cuves à pétrole qui sont des vestiges de la Seconde Guerre mondiale. Il y en a 7 au total. Vous en voyez 2 quand vous visitez le musée. Ce sont des cuves qui ont été construites un peu avant la Seconde Guerre mondiale et c'est un sujet que je viendrai présenter un petit peu plus tard à la Société archéologique de Bordeaux. La date n'a pas encore été arrêtée. Pour ce qui est du musée de la voiture à cheval, il y a donc c'est un musée de France déjà, et il y a bien sûr une collection de selles, de harnais, de morts et 45 voitures hippomobiles.
ici, nous avons sur cette photo l'intérieur du musée. C'est une photo qui a été prise depuis la mezzanine. Et les voitures hippomobiles, eh bien, c'est le sujet de prédilection de Émilie Bouzet, tout simplement parce que son papa est carrossier. Et donc, si vous visitez le musée avec Émilie, avec Philippe ou avec moi-même, eh ben, vous avez toujours le même fil conducteur, mais vous avez 3 visites différentes et c'est ce qui fait aussi la richesse du musée. Chaque personnalité est préservée, mais tout un chacun a donc le loisir de s'exprimer un peu plus longuement sur les parties qui l'intéressent. La collection du musée de la voiture à cheval, c'est une collection régionale. Elle date de la fin du 19e siècle et du début du 20e siècle. Il y a 15 carrossiers girondins qui sont représentés dans les collections, dont 9 bordelais. On va retenir le nom de Guillemot pour le déroulé de cet exposé, et 2 Libournais, dont un qui s'appelle Déjac et un autre qui s'appelle Hiver. Alors j'ai pris en photo l'omnibus Hiver qui est actuellement au musée. Hiver, c'est un carrossier libournais et j'ai mis la date de 1895 parce que lors d'une exposition internationale qui se tiendra à Bordeaux, Hiver recevra une médaille d'argent en 1895. C'est assez simple de savoir que cette voiture a été construite spécifiquement en Gironde parce que vous pouvez voir que sur l'arrière de la caisse, hop, je vais rechercher mon pointeur, ça y est, le plancher n'est pas plat, il est arrondi. Et là, sur la Gironde, les carrossiers vont bénéficier des techniques, si vous voulez, du savoir-faire des tonneliers. Donc, vous avez une caisse qui est sur son fond arrondi parce que ce sont des ridelles de tonneaux qui sont mises emboîtées les unes derrière les autres. Et c'est quand vous avez ce type de fond, quand vous regardez un véhicule hippomobile et que vous avez un fond arrondi comme ça, vous avez de très grandes chances pour que ce soit un fond qui soit une voiture fabriquée en Gironde. Hop, il faut que je repasse de l'autre côté. Alors, une mission d'un musée de France, eh ben, dans un premier temps, il va falloir inventorier vos collections. C'est primordial de le faire parce que c'est ce qui va vous permettre de voir de quelle manière votre collection est constituée. C'est ce qui vous permet de voir aussi, de pouvoir noter toutes les inscriptions que vous allez trouver sur le véhicule. En l'occurrence, pour les voitures hippomobiles, vous avez des inscriptions sur les bandages de roues, sur les freins, sur les lanternes, sur le bouchon des essieux, mais également sur la caisse parfois. L'inventaire, c'est le point de départ. La conservation, ça fait partie aussi, bien sûr, de nos missions. Et lorsque j'arrive au musée de la voiture à cheval en 1998, toutes les collections qui sont dans le musée sont infestées. Je dis bien toutes, c'est-à-dire 30 voitures. Mais comme tout à l'heure, je vous ai présenté le véhicule Hiver, vous voyez que les voitures sont peintes. Elles sont infestées parce que les bois sont attaqués par des grillettes. Et si vous passez du xylophène sur la peinture, ça ne fait pas grand-chose. Il va me falloir donc 2 ans pour enrayer les infestations sur le musée. Et je vais devoir travailler avec une seringue. Et donc, il faut vraiment que je sois tranquille quand je fais ça parce que je n'ai pas intérêt à me piquer avec la seringue, évidemment. Enrichir les collections, nous le verrons tout à l'heure, et notamment avec le fonds Bélion qui est entré dans les collections aujourd'hui. Le programme de recherche. Alors, quand vous avez un programme de recherche à mettre en place, vous allez bien sûr aux archives municipales à Bordeaux, enfin pour ce qui concerne les carrossiers bordelais, bien sûr. Et puis, vous allez également aux archives départementales de Gironde. Alors, on va vous remettre un document. Vous allez noter la code d'archive sur votre feuille blanche, la date d'émission du document et l'information que vous trouvez. Et puis, après ce travail, vous avez des historiens qui vont écrire des livres d'histoire, et puis ces livres d'histoire vont être utilisés par l'Éducation nationale. Restez accrochés, vous allez comprendre la démarche. Et l'Éducation nationale va faire des ouvrages pour les enfants, des manuels scolaires. Dans ces manuels, vous n'avez plus de code d'archives, vous avez une bibliographie à la fin, et vous avez toujours une date, une information, une date, une information. Si je vous dis 1515, merci, vous allez déjà me répondre Marignan. Eh bien, il s'avère que quand je vais poser la question aux personnes de mon entourage, on s'amuse comme ça, et que je leur dis 1515, elles me répondent Marignan. Mais si je leur demande, mais qu'est-ce que c'est que ce 1515 Marignan? Elles me répondent qu'elles ne savent pas, et elles éclatent de rire.
Et je n'émets aucun jugement sur les connaissances des uns et des autres. Soyons clairs. Nous avons tous des connaissances sur le domaine professionnel dans lequel nous évoluons. Et nous avons des connaissances que les autres n'auront pas, c'est une certitude. Nous avons également des connaissances par rapport au milieu associatif dans lequel nous évoluons. Mais pour autant, on ne peut pas tout savoir sur tout. Et ce qui va être intéressant, c'est de pouvoir maintenant vous raconter cette histoire de 1515 Marignan. Vous allez me dire quel est le rapport avec le musée. Eh bien, c'est très simple, je voudrais vous raconter un petit peu cette histoire pour 3 raisons. C'est qu'il y a des enfants qui sont connectés avec leurs parents sur Internet actuellement, que j'ai des amis qui habitent en Suisse, que je salue, et qui se sont connectés également. Et d'autre part, ça va me permettre de vous montrer la façon dont nous allons porter le discours vis-à-vis du public, et notamment quand il y a des enfants. Alors, pour cette histoire, je vais vous proposer de vous installer confortablement, si ce n'est déjà le cas. Et nous allons partir en voyage. Nous allons remonter le temps et nous allons partir en 1515 à la cour de François Ier. 1515, c'est la première année du règne de François Ier. Et il succède à Louis XII. Et comme son prédécesseur, François Ier souhaite récupérer le duché de Milan, qui se trouve en Italie. Et donc, il considère que ce duché lui appartient de droit et par héritage. Il va donc commencer par mettre en place des négociations diplomatiques. Ce n'est pas pour autant qu'il récupérera le duché. Ne minimisez pas pour autant et ne sous-estimez pas les négociations diplomatiques. Elles sont très importantes. Surtout si vous allez devoir entrer en guerre. Parce que c'est au moment des négociations diplomatiques que vous saurez qui joue avec vous et qui joue contre vous. Lorsque les négociations sont faites et que François Ier sait qui joue avec lui et qui joue contre lui, eh bien, il va pouvoir partir en guerre pour récupérer son duché, puisque les négociations n'auront pas permis cette restitution. Il va donc partir avec 50 000 hommes en direction de l'Italie. Pour aller en Italie, il va lui falloir franchir une chaîne de montagnes qu'on appelle les Alpes. Il va devoir emprunter un passage, et les passages dans les montagnes, ça s'appelle des cols. Il faut que ce passage soit suffisamment large pour permettre à François Ier de traverser avec les hommes, mais également avec son matériel militaire. De l'autre côté des Alpes, en Italie, il y a 30 000 mercenaires suisses qui l'attendent. Ils sont très en colère, pas tous, mais une bonne partie. Ils sont en colère après Louis XII, qui ne les a pas payés pour le service qu'ils ont rendu. Les mercenaires suisses, ce sont des guerriers. Leur métier, c'est de faire la guerre. Ils se font payer pour faire la guerre et ils peuvent tout aussi bien travailler pour les Italiens que pour les Français. Ils ont au moins un point faible, c'est que ce sont des groupements d'individus avec un chef dans chaque groupe. Et les chefs ne s'entendent pas toujours très bien entre eux, et pour les prises de décision, c'est délicat. Ça, c'est un point faible, et ça servira à François Ier, parce que lui, de son côté, il arrive avec 50 000 hommes, mais il n'y a qu'un leader, qu'un chef, c'est François Ier, et personne d'autre. En revanche, les mercenaires suisses sont véritablement redoutables. On dit même qu'ils sont invincibles. Et François Ier sait très bien qu'il est attendu sur un col bien précis, sur ce passage, que derrière il y a des mercenaires suisses. Il le sait, et par conséquent, comme on l'attend à droite, eh bien, il va passer à gauche. Il va prendre le col de l'Argentière, mais ce col est trop étroit. Il n'est pas trop étroit pour laisser passer les hommes, en revanche, il est trop étroit pour laisser passer le matériel militaire. Imaginons maintenant, et c'est le cas, qu'il a avec lui un ingénieur militaire. Cet ingénieur s'appelle Pedro Navarro. C'est un Espagnol. Et c'est quelqu'un qui sait manier la poudre, les explosifs. Il va donc travailler avec l'explosif pour faire sauter les rochers qui empêchent le passage du matériel militaire. La voie étant élargie,
Nous voilà avec François Ier. Je ne vous dirai pas qu'il est arrivé comme une fleur en Italie, nous n'irons pas jusque-là, mais disons que lorsqu'il arrive en Italie, c'est à la plus grande surprise des Italiens et à la grande surprise également des mercenaires suisses. Imaginez maintenant que vous êtes à Marignan, à 21 km au sud-est de Milan. Les mercenaires suisses vont devoir faire demi-tour pour le rejoindre. J'ai raccourci l'histoire, vous ne m'en voudrez pas. Et quand ils vont arriver, ils sont fatigués parce qu'ils ont parcouru plusieurs kilomètres et comme vous le savez, les kilomètres, ça use énormément. D'autre part, la colère n'est pas très bonne conseillère et je ne vous la conseillerai pas. Et ils sont en colère. Je ne vous la conseillerai pas parce que ça fatigue beaucoup. Quoi qu'il en soit, le 13 septembre 1515, François Ier livre bataille avec les mercenaires suisses. Et le 14 septembre 1515, la bataille est terminée. Elle est terminée, elle n'aura duré que 2 jours. Il y a des pertes chez les Français, il y a des pertes chez les mercenaires suisses, beaucoup plus. Mais François Ier a gagné cette bataille et il récupérera le duché de Milan. Est-ce que les mercenaires suisses travailleront dorénavant avec la France? Bien sûr que oui. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce qu'on ne va pas nécessairement du côté de plus fort, du côté de celui qui fonce dans le tas. Non, on va du côté de celui qui est le plus malin, celui qui sait mettre en place une stratégie efficace. Parce que ça n'est pas tout de gagner de l'argent en menant des guerres. Encore faut-il pouvoir rester en vie pour en profiter. Voilà, considérons que l'affaire est close. Quoi qu'il en soit, ce que je voudrais que vous arriviez à comprendre, c'est que lorsque je travaille au musée, je reçois des publics très différents. Et il m'est arrivé un jour notamment de recevoir un couple. C'était un couple qui arrivait avec 2 adolescentes. En fait, les adolescentes étaient traînées de force au musée. Et sur le musée, quand j'ai vu les 2 adolescentes, j'avais plutôt l'impression d'être devant 2 bannières arrivant à Cayenne. Comme les parents ne marquaient pas tellement d'intérêt à l'attitude des jeunes filles, elles ont sorti leur téléphone portable et elles ont commencé à pianoter avec leurs petits pouces. C'est des choses que nous vivons au musée. Et quand j'ai commencé la visite, elles continuaient à pianoter avec les petits pouces sur le téléphone portable. Seulement, voilà, j'ai fait comme d'habitude. J'ai raconté une histoire. Et pendant la visite, au bout de quelques minutes, les téléphones ont été rangés. Quand j'ai demandé aux 2 jeunes filles si la visite leur avait plu, voilà ce qu'elles m'ont répondu. Eh bien oui, évidemment, évidemment. Si tous les cours d'histoire étaient comme ça, évidemment. Si tous les cours d'histoire étaient comme ça. Si je mets une dimension humaine dans ce que je vais porter vers les autres, cela aura beaucoup plus d'impact. Je ne suis pas un professeur d'histoire, je suis un guide. Ce n'est pas la même chose. Bien sûr, vous ne serez pas surpris si je vous dis que le plus beau livre d'histoire que j'ai pu tenir entre les mains reste encore aujourd'hui les Mémoires d'Adrien de Marguerite Yourcenar. Et il y a une telle dimension humaine dans ce roman historique que même si vous êtes obligé de poser le livre parce qu'on vous demande de passer à table, vous n'avez qu'une hâte, c'est de pouvoir le retrouver. C'est comme un appel. Si vous racontez l'histoire avec un grand H, comme on raconte une histoire à vos enfants, alors vous en ferez des adultes qui seront intéressés par l'histoire et peut-être même passionnés. L'histoire, c'est d'abord une aventure humaine. Ce que j'expose là, c'est un ressenti et c'est aussi une expérience de 20 années sur le terrain. La diffusion auprès du public, ce n'est pas que l'accueil du public, c'est-à-dire les individuels ou les groupes. C'est aussi un programme. Pour le programme Fenêtre avec vue, c'est un programme qui existe depuis 2015 et il nous a été demandé par le ministère de la Culture, dans la mesure du possible, de travailler avec les bibliothèques et les médiathèques de notre secteur, sauf que nous avions déjà mis en place ce travail. Le programme Fenêtre avec vue a été créé par Amaya Faure, donc la bibliothécaire, et elle a souhaité que le public dans le musée comme dans la bibliothèque soit actif et participatif. On va donc travailler avec des écoles, avec des associations, mais également avec les commerçants.
En l'occurrence, ici, je vous présente le programme qui a été réalisé pour Fenêtre avec vue sur Comme au cinéma. C'était le titre, on travaillait sur le cinéma. Et qui date de 2018. Le point de départ de ce programme, c'est toujours le vernissage au musée. Nous avons des appareils de cinéma dans les collections municipales. On va donc se servir du matériel qui est dans les collections municipales pour mettre en place des expositions temporaires. Les appareils de cinéma, il y en a beaucoup, et donc nous avions proposé, par exemple, aux commerçants, d'exposer les appareils dans leurs vitrines, ce qui nous permettait au musée de pouvoir renvoyer les personnes en ville en leur disant vous allez trouver des projecteurs, une lanterne Richard, des bobines de film qui sont exposées dans les vitrines des commerçants. Il y a également au musée, pendant les journées du patrimoine, des jeux qui sont présentés. Ça peut être des jeux de société qui sont créés par les enfants des écoles sous l'égide d'Amaya Fort donc. Et puis bien sûr, il y a des lectures de contes, pas toujours au musée, quelquefois à la bibliothèque. Là, en l'occurrence, le musée était très sollicité. Les lectures de contes pour les 0 à 3 ans sur le thème du cinéma. Les lectures de contes également pour les plus grands, c'est-à-dire au-delà de 3 ans et les adultes. Et notamment, il y a eu une projection qui a été effectuée sur le musée de la voiture à cheval. C'est une projection d'un court-métrage burlesque. C'était un film noir et blanc et c'était pour montrer aux enfants comment étaient les premiers films. C'était un Buster Keaton et ça a énormément plu. La saison se clôture par un spectacle. Le spectacle, c'est Monsieur Pigné qui s'en occupe, mon collègue, et il va donc sélectionner une compagnie qui va faire un spectacle sur le thème qui est choisi, puisque nous changeons de thème tous les ans. Pour ces 6 manifestations, c'est gratuit. C'est gratuit pour les Bourquais et pour les non-Bourquais. Sur une commune de 3000 habitants, on a un budget de 4000 € pour pouvoir mettre en place ces activités. Donc, il faut bien sûr beaucoup d'inventivité, de créativité, d'imagination. Mais ça plaît énormément aux habitants. Et c'est vrai que même quand les spectacles sont finis, ils vont nous aider, ils participent vraiment, ils vont nous aider à ranger le matériel. C'était pour que vous ayez un peu une idée de ce qui se passe au musée et de la façon dont nous travaillons. La particularité du musée de la voiture à cheval, c'est que nous avons une collection non documentée. Faut imaginer qu'en 98, quand vous arrivez au musée, ce qui m'était demandé de faire presque, c'était de dire aux gens bonjour, c'est 30 francs, la visite c'est par là et les WC c'est par là. Ça n'allait pas au-delà de ça. Mais en même temps, c'était extrêmement difficile de mettre en place des visites guidées parce que nous n'avons pas de fonds documentaires, c'est-à-dire que nous n'avons que des objets. En cela, je pense que ça doit être l'un des rares, et pourquoi pas peut-être même le seul, enfin je le souhaite pour les autres musées, le seul musée qui se retrouve avec une collection non documentée. Ici, nous avons un demi-tonneau qui est présenté sur la photo. Il a été carrossé par Guillemot, excusez-moi. Et on sait qu'il s'appelle Guillemot parce que nous avons la signature au centre de la roue. Vous la voyez, Guillemot, qui travaille à Bordeaux. Alors, il a fallu mettre en place un programme de recherche pour pouvoir parler de ces collections. Et donc, je suis allée aux archives municipales de Bordeaux et j'ai commencé à consulter les annuaires du Sud-Ouest. Sachez que pour les archives professionnelles, il n'y a pas grand-chose. Pourquoi? Parce que les gens jettent leurs archives, parce que le boulanger pense qu'il n'est que boulanger, parce que le charron pense qu'il n'est que charron, et donc ils vont jeter leurs archives. Vous ne trouvez pas de fonds professionnels, ou très peu, et en tout cas pas en ce qui concerne les voitures hippomobiles, sur les services des archives. Mais j'ai eu la possibilité de consulter les annuaires du Sud-Ouest. C'est la même chose que nos anciens annuaires téléphoniques, le téléphone en moins. Donc, je vais les consulter année après année. Et j'ai commencé en 1800, puisque les collections me semblent bien dater quand même du 19e siècle.
Puis bien sûr, je vais vérifier que mes carrossiers ont passé les affres de la Première puis de la Seconde Guerre mondiale. Ça, c'est le côté émotionnel qui ressort. Et puis, j'arrive en 1955. Je suis donc en train de repérer tous les carrossiers qui ont travaillé et dont les voitures sont au musée. Je ne vais donc pas pouvoir dater la voiture, mais je vais pouvoir dater une entreprise. Quand j'arrive en 1955, je me rends compte que il y a encore des carrossiers, ce qui paraît normal, hein, parce qu'il y a aussi des voitures automobiles, mais il y a également des charrons, des selliers, des forgerons. Et là, je me suis dit que c'était vraiment dommage de ne pas les avoir connus dans la mesure où je suis née en 1968 et que de 68 à 55 ou 60, il n'y a quand même pas beaucoup de différence. Seulement par la même occasion, je me suis dit qu'ils avaient peut-être des descendants. Et donc, j'ai changé la stratégie de la recherche. Cette fois-ci, je suis repartie au début et j'ai noté tous les noms des carrossiers, selliers, charrons, forgerons, qui travaillaient sur la ville de Bordeaux, qu'ils soient ou non représentés au musée, qui travaillaient également sur Libourne, et je l'ai fait également pour le canton de Bourg. Le soir, quand je rentre chez moi, je prends mon téléphone et je téléphone à toutes les personnes qui portent les mêmes noms dans ces mêmes villes pour savoir si par hasard elles ne descendraient pas d'un sellier, d'un carrossier, d'un charron. Je n'ai obtenu aucun résultat sur Bordeaux. Il y a beaucoup de brassage, mais j'ai continué jusqu'au bout. Et ainsi, je me retrouve à Libourne. Je prends contact avec Michel Bellion, qui me dit tout naturellement qu'il descend d'une famille de charrons. Alors en fait, ce sont des carrossiers, mais il se présente comme une famille de charrons. Il me dit également qu'il vit encore dans sa maison de famille, qu'il possède toujours la forge en état de marche, et il m'invite à venir chez lui pour découvrir cette forge. Quand j'arrive, il va me montrer, dès son arrivée, un catalogue d'une entreprise. Et bien sûr, je vois bien qu'il y a des images sur le catalogue, j'en déduis par conséquent que si le catalogue a été conservé, c'est parce qu'il y a des illustrations dessus. Je n'imagine pas du tout la quantité de documents que je vais trouver chez Michel Bellion. D'autre part, c'est la première fois de ma vie que je vois une forge. Je ne vous cache pas que j'ai très envie d'aller voir la forge. Et donc, je vais aller avec Michel Bellion faire fonctionner la forge avec le soufflet. Lors de nos divers échanges avec Michel Bellion, je vais lui dire que si il ne peut pas conserver ce patrimoine, sa famille, sa descendance ne peut pas conserver ce patrimoine parce que pas intéressé, ou il ne peut pas le conserver et donc plus douloureux parce qu'ils sont obligés de vendre, il peut verser la collection au musée de la voiture à cheval. Mais je n'insiste pas davantage parce qu'en réalité, c'est la première fois que je me retrouve avec une personne qui est viscéralement attachée à son patrimoine familial. Tant qu'il est là, je suis sûre que tout sera protégé. Michel Bellion va décéder le 28 juin 2011 à l'âge de 77 ans. Et dans un petit répertoire, sa fille va juste trouver mon prénom et le numéro de téléphone du musée. Une chance que je sois encore au musée. Alors, sur la photo, vous pouvez voir Michel Bellion, que j'ai rencontré, et sa fille, que j'ai également donc rencontrée, puisque nous avons récupéré le matériel de sa famille. Michel Bellion, elle est très attachée à son patrimoine familial, comme son père, et pour elle, c'est évident que cela doit être préservé, et elle va réussir à convaincre toute sa famille de faire don de cette collection au musée de la voiture à cheval. Alors, pour mieux comprendre l'atelier Bellion, c'est au départ un atelier qui construit des voitures hippomobiles. Il ouvre en 1874 et puis, au fil des années, bien sûr, il va basculer pour être sur de la construction de voitures automobiles et des bicyclettes. Et puis, ça deviendra par la suite une menuiserie. En 1970, c'est la fin de l'activité de la société Bellion. Il va falloir maintenant récupérer les données. Ici, on voit à gauche Michel Bellion qui nous accueille. Et là, vous avez l'atelier. Il est à l'intérieur ici. Et pour récolter donc toutes ces données,
Et il va falloir commencer par faire des clichés photographiques. C'est très important parce que le cliché photographique, c'est ce qui va nous permettre de noter les éléments qui sont, on va dire, évidents, mais aussi les détails, les choses qui nous paraissent insignifiantes. Elles peuvent vraiment avoir beaucoup d'importance. Il faudra également réaliser des relevés métrés qui sont faits par Gilles Robert et Angelina Jacquin, parce qu'ils sont avec moi sur le terrain. Puis ensuite, on va récupérer la forge, récupérer les outils du forgeron et récupérer les archives. Voici la forge. Donc, d'ores et déjà, vous voyez qu'il va falloir faire du tri. Ici, en premier plan, vous avez un tub. C'est quand même simple de pouvoir imaginer que depuis 1970, la famille a entreposé aussi du matériel à l'intérieur de cet atelier. On peut voir ici le foyer, la hotte de la forge, et cette partie-là, ce tuyau, va vers le soufflet. Je vous présente également l'enclume, qui a été acheté en 1904 et ça a été acheté donc par la famille Bellion à la société Henri Gallinet et successeurs sur Bordeaux. L'enclume pèse 156 kg. Et bien que vous ayez fait des photos, il va falloir aussi se projeter un petit peu dans le futur, c'est-à-dire se poser des questions. Déjà, nous sommes passés devant une commission interrégionale d'acquisition pour proposer des listes d'objets qui seront inscrits sur l'inventaire et des listes d'objets d'études. On va trouver par exemple chez Bellion des boîtes avec des boulons, des boîtes avec des boutons. On ne va pas inventorier nécessairement les boulons et les boutons. Par contre, en tant qu'objet d'étude, ça peut être intéressant. Sur les restaurations qui sont effectuées sur le musée de la voiture à cheval, et sur les voitures notamment, vous pouvez vous retrouver avec des boulons à 6 pans, qui sont donc contemporains. Là, en récupérant des boulons à 4 pans, vous allez pouvoir remettre les choses un peu dans l'ordre. Je ne dis pas qu'on le fait comme ça, il faut passer par la Direction régionale des affaires culturelles, cela va de soi. Il va falloir également présenter un projet scientifique et culturel pour la conservation et pour la diffusion auprès du public aussi. Alors, le fonctionnement de la forge, nous nous sommes attachés au fonctionnement de la forge et vous voyez qu'on a retiré ici tous les outils qui étaient fixés au mur. Ça, c'est ce qui va nous permettre plus tard donc de démonter le soufflet sans risque de l'abîmer. Le soufflet, le voici. Donc, c'est le poumon de la forge. Ici, c'est un soufflet intéressant parce que c'est un soufflet à 2 vents. On peut voir que si on descend la poignée, la partie supérieure s'écrase et donc l'air souffle, tandis que la partie inférieure s'ouvre et l'air rentre. Quand vous allez lâcher la poignée, c'est l'inverse qui va se produire. Ça veut dire que vous avez un souffle constant et donc vous allez pouvoir maintenir le métal à température constante et de manière assez élevée. Alors, quel avenir pour ce fond? C'est peut-être pertinent de reproduire la forge au musée de la voiture à cheval, mais peut-être pas. Quoi qu'il en soit, si jamais ça l'est, il faut véritablement faire les relevés et les métrer. C'est pour ça que sur cette image, vous pouvez voir A, B, C, D, E, F, G. Il y a des lettres qui correspondent à des cotes. On a à ce moment-là retiré le soufflet et on a pris le sol comme référence. Et vous avez juste en dessous la hauteur des points d'ancrage du soufflet. Vous avez à l'intérieur du foyer une tuyère. Alors le tuyère, c'est le souffle de la forge, c'est un peu comme si c'était la bouche. C'est par là que l'air va arriver. Et il a fallu bien sûr dégager toute la cendre qui était à l'intérieur du foyer. Là, le dégagement du foyer, on voit d'un peu plus près la tuyère, elle est cassée un peu, mais bon. Le dégagement du foyer, il est important aussi parce qu'il nous faut connaître les éléments constitutifs de ce dernier. Sous la cendre, ici, on peut voir notamment qu'il y a un lit de sable. Et le sable est très certainement utilisé pour ses propriétés, notamment pour son inertie thermique. Il va même remonter le long des parois.
En dessous du sable, vous avez du plâtre. Et on peut voir en dessous que vous avez des briques réfractaires qui sont, elles, posées sur un sommier métallique. Et puis voilà, nous avons fait une deuxième découverte, c'est qu'il y a de l'autre côté, donc à droite cette fois-ci, il y a une deuxième tuyère. Mais il n'y a pas de soufflet. C'est en cela qu'on voit que les photos sont importantes parce que lorsqu'on va prendre du recul, on va se rendre compte, entre autres choses, que le foyer n'était pas du tout comme il est présenté aujourd'hui. Ici, sur le côté, vous voyez qu'en fait, il y avait vraisemblablement un foyer de forme, enfin une hotte, pardon, de forme pyramidale. Et sur le côté, ici, vous avez deux petits éléments qui sont également importants. Ce sont les points d'ancrage. Les points d'ancrage d'un second soufflet. Et dans l'atelier, on a fini par retrouver le berceau d'un deuxième soufflet qui était plus étroit que le premier. Si on consulte maintenant l'art du serrurier qui est rédigé par Oyo en 1826, on est au 19e siècle, donc ça correspond à peu près à la période, eh bien, il décrit la forge idéale et il explique que pour cette forge, il y a donc un grand soufflet et un petit soufflet. Si vous voulez une forge idéale, il faut absolument les deux soufflets. Pourquoi? Parce que le petit soufflet va vous permettre de travailler des pièces de petite dimension. Le grand soufflet va vous permettre de travailler sur des pièces avec un certain volume. Et si vous associez le grand et le petit ensemble, vous allez pouvoir travailler vraiment des pièces de grand volume. Ah. Les outils que vous voyez ici sont les mêmes que ceux que nous avons trouvés chez M. Bellion. C'est là que se trouvent donc les tuyères, sur ce dessin. Ça, c'est une photo qui est prise avant qu'on intervienne. Donc, vous voyez qu'il y a énormément de cendres et énormément de poussière sur cette partie-là. Sous cette poussière, il y a en fait des contre-tempes. Et donc, il va falloir tout nettoyer et tout dégager pour pouvoir récupérer les choses qui sont bien cachées, ma foi. Les outils. Ici, on présente des étampes ainsi que des contre-étampes. Alors, vous voyez qu'il y a une partie qui dépasse de la contre-étampe. Excusez-moi. Une partie ici qui dépasse la contre-étampe, elle est là. Et toutes ces parties qui dépassent, c'est parce que vous allez rentrer la contre-étampe dans l'enclume et avec les étampes, vous allez pouvoir donc donner des formes au métal. Ça marche par deux. On a trouvé également des clés de carrossier. Elles sont très recherchées par les collectionneurs. Ces clés de carrossier, elles sont utiles aussi pour le musée parce que nous en avons très peu et toutes les voitures n'en ont pas. Elles sont en principe destinées à un type de voiture. Elles n'ont donc pas toutes les mêmes diamètres. Et alors, ce sont des clés qui vont nous permettre de démonter les roues des voitures, si nécessaire, on s'entend bien. Les pinces qui vont permettre d'attraper le métal en fusion, donc sans se brûler. On trouve aussi des poignées et des contre-poignées. Vous avez deux contre-poignées en ivoire ici. Et puis, nous voici arrivés sur les archives. Alors, les archives, nous avons le fonds hippomobile, le fonds automobile. On ne les a pas scindés, on les a conservés tels quels. Vous allez trouver des catalogues, de la correspondance, des facturiers d'entreprise, des carnets de commandes clients. Il y a également le fonds menuiserie. Alors, il était noté que le fonds serait versé aux archives départementales de Gironde. Cela n'a pas été possible parce que les archives ne se sont pas montrées intéressées par le fonds du menuisier. Par conséquent, c'est conservé au musée parce que ça me semble dommage de ne pas conserver l'entièreté du fonds. Donc, on l'a conservé et si quelqu'un fait des recherches sur une menuiserie, il faut qu'il le sache, mais il y a donc un fonds qui concerne la menuiserie sur le musée de la voiture à cheval. On voit la liste des employés. Au total, il y a eu 6 employés qui ont travaillé donc sur l'atelier Bellion. Nous avons ici le nom des employés, leur date de naissance.
leur lieu de naissance, leur adresse et la date d'entrée dans l'entreprise. Nous avons également une photo. Ici, vous voyez 1, 2, 3, 4 employés qui travaillent. Ah, ils sont ici, 1, 2, 3, 4. Je pense qu'ils sont en train de préparer une roue. Je pense qu'ils ne vont pas tarder à la châtrer, c'est-à-dire à mettre le bandage en fer. Et vous avez ici donc le père Bellion, le fils Bellion et l'épouse du fils. J'avais choisi ce catalogue Mestre Bladger, qui est un catalogue de Paris, puisque la conférence avait été présentée sur Paris. Donc, c'était pour faire un petit clin d'œil à la capitale. Ici, nous voyons la correspondance et vous pouvez voir qu'il est écrit Guillemot. Nous reviendrons sur la correspondance tout à l'heure. Des Jacques, qui est également représenté au musée. Ici, c'est un sellier, donc il va se charger de poser les garnitures, notamment sur les voitures hippomobiles, sur les brancards, les choses comme ça. Pour les tissus, eh bien, Bellion va se fournir chez Thibault Frères à Elbeuf. Alors, Elbeuf, c'est en Normandie, et les tissus Elbeuf sont quand même assez réputés, notamment leurs toiles. Le verre à vitre, eh bien, il est commandé chez Chaltet à Bordeaux. Les vernis et les couleurs sont commandés également en Normandie, donc dans l'entreprise Henri Grindorge. Donc, j'ai trouvé ce nom tout à fait charmant, n'est-ce pas? C'est pour ça que j'ai choisi l'image. Le charbon va être commandé chez Fourbous, également à Bordeaux. Et puis, vous avez vu tout à l'heure qu'il y a des échanges entre des carrossiers. Je vais donc vous lire les échanges entre les carrossiers. Alors, il s'agit d'un courrier écrit par Guillemot à Bellion, le 5 mai 1902. Guillemot écrit à Bellion et il lui dit comme ça: « Avec la meilleure volonté, je ne puis vous satisfaire. J'ai envoyé votre carte postale au forgeron de la calèche, car la calèche n'est plus à moi. Il m'a répondu que la caisse de l'omnibus était faite, mais je crois que si vous lui écrivez, vous pourrez réussir à lui acheter la caisse, car il la démolira et il serait plus favorable qu'il vous la vende. Je vous donne son adresse. Monsieur Faure, forgeron, 18 rue de Cater à Bordeaux. Et si vous venez me voir à Bordeaux, eh bien, je vous mènerai chez lui et je suis toujours prêt à vendre le coupé Binder. » Dans son courrier, dans un second courrier, Guillemot écrit à nouveau à Bellion le 13 mai 1902. « Si vous voulez acheter la caisse de la calèche, elle est chez le forgeron depuis aujourd'hui. Je leur ai donné votre lettre. Je crois qu'ils veulent 80 francs de la caisse avec le siège et les marchepieds. Je crois que vous feriez mieux de venir et au sûr, moi, je ferai mon possible pour vous la faire laisser le meilleur marché. Et je vous vendrai le vieux train qui est chez moi, où l'on pourra y adapter la caisse pour la conduire par route. » Là, ces deux courriers sont vraiment importants parce qu'ils vont nous inciter quand même à nous interroger sur l'authenticité des voitures que nous avons dans nos collections, tant privées que publiques. Il n'y a rien de plus facile que d'enlever un bouchon d'essieu, par exemple, et d'en mettre un autre. Au musée, notamment, nous avons un véhicule avec 2 signatures différentes. La construction des voitures s'inscrit dans une démarche dans laquelle les carrossiers recyclent parfois les véhicules de leurs confrères. Là, en l'occurrence, vous avez quand même 3 carrossiers qui travaillent ensemble pour faire une voiture qui va aller par route. Je pense qu'il va être quand même intéressant d'énumérer la quantité de registres et de périodes sur les périodes, et donc les périodes qui sont couvertes par ces registres. Parce que ce sont ces registres qui vont nous donner des pistes pour les futures recherches. Dans le détail, nous comptons 5 registres de correspondance allant de 1880 à 1919. Parmi la documentation, divers catalogues ou publicités fournisseurs Sécholon de 1913 à 1934, alors que 5 livres de compte paiement des fournisseurs vont de 1883 à 1937. Les registres facturiers, il en compte 22, sont ouverts de 1880 et sont clos en 1934.
Les 4 registres de commandes débutent avec l'ouverture de l'atelier en 1874. La dernière année mentionnée est 1931. Dans le fonds documentaire, nous recensons un répertoire client, mais également des papiers relatifs à la gestion du ménage Bellion entre 1883 et 1952. Nous constatons quelques manques dans ce fonds, cependant son inventaire précis nous permettra de comprendre pour certaines périodes le mode de fonctionnement de la société, d'une société de carrosserie de province. Notamment les facturiers qui nous donnent des indications sur les échanges et le rayonnement géographique de la société Bellion avec d'autres fournisseurs. C'est en Normandie qu'il va par exemple donc se procurer les tissus, les couleurs, les vernis. Le verre à vitre ainsi que le combustible sont commandés à Bordeaux. Il commande aussi à Paris des éléments de carrosserie tels que ceux que nous avons énumérés dans la liste des objets qui sont mentionnés un peu plus haut. J'ai parlé des boulons par exemple, mais il y a aussi les boutons, les œillets, les contre-œillets. Tout ça, c'est commandé à Paris en fait. Et cela peut paraître anecdotique, mais les papiers relatifs à la gestion du ménage permettent d'aborder la vie quotidienne ainsi que ses changements pendant les 2 grandes guerres pour cette famille qui est située donc dans une petite ville de province. Il faut savoir également que les archives vont participer de l'enrichissement des collections du musée de la voiture et du tourisme, qui est un musée national et qui se tient à Compiègne. Il nous participe modestement, mais en réalité, il y a dans les collections du Musée national de la voiture et du tourisme à Compiègne un véhicule qui a été carrossé par Bellion à Libourne. C'est un dentiste ambulant, inventeur de l'eau galvanique, il s'appelle Sorino. Alors effectivement, on ne peut pas s'empêcher de penser à Lucky Luke avec le docteur Doxé qu'on retrouve couvert de plumes et de goudron à la sortie de la ville. Eh bien, c'est exactement la même chose, sauf que c'est dans le Far West parisien. C'est le dentiste ambulant. L'eau galvanique, vous en avez au musée? Comment? De l'eau galvanique, vous en avez au musée? Nous n'en avons pas au musée d'eau galvanique, nous avons tout laissé à Compiègne. Donc là, eh bien, on vous présente donc cette nouvelle découverte. C'est écrit derrière le véhicule, ici. C'est une nouvelle découverte pour le musée de la voiture à cheval. Pourquoi? Parce qu'elle va permettre d'enrichir le fonds documentaire et matériel du musée de la voiture à cheval, que ce fonds, il est en cohérence avec la thématique du musée. Il est en cohérence aussi avec toute la géographie, puisqu'on est sur l'Aquitaine. Bellion est un Aquitain, puisqu'il est à Libourne, et également sur la chronologie, puisqu'on est sur la fin du 19e et le début du 20e siècle. Cette collection, Bellion, elle va ouvrir de nouvelles perspectives pour la recherche, pour la présentation des collections et pour la restauration de ces voitures éventuellement. Et bien sûr, cela va nous amener à avoir une nouvelle perspective et des perspectives d'évolution pour le musée. La rédaction du projet scientifique et culturel est attendue, elle est très importante, il ne faut pas la négliger parce que c'est vraiment ce qui va nous donner le fil conducteur pour pouvoir utiliser ce matériel à bon escient. Voilà, c'était la présentation des coulisses d'un musée un peu hors norme et je vous remercie pour votre écoute attentive. Et j'aurai le plaisir de revenir vous voir donc pour vous présenter les cuves à pétrole qui sont des vestiges de la Seconde Guerre mondiale. Ce sera peut-être un peu plus traditionnel, on va dire, comme conférence cette fois-là. Merci beaucoup. Bien, je passe le micro à Monsieur Marc. Merci de cette présentation et Vous en prie. merci de cette présentation qui est un peu atypique par rapport à ce que Je n'en doute pas un seul instant. ce à quoi nous sommes habitués à la société. Mais je pense qu'il doit y avoir des questions sur
sur et sur le musée, peut-être, et sur ce fonds, cette collection Bélion. Oui. Je voulais savoir d'où sortaient finalement toutes ces voitures. Est-ce qu'elles ont été achetées par le musée ou bien elles ont été offertes? La collection du musée de la voiture à cheval, c'est une collection au départ privée. Elle appartenait à un particulier qui s'appelait Abel Rabotin et qui avait une société de transport. Il sillonnait un petit peu partout en Aquitaine avec ses camions et ses camionneurs notamment. Et comme les camionneurs savaient leur patron passionné par ce type de mobilier, eh bien ils revenaient chargés avec les voitures. C'est comme ça qu'il a constitué sa collection. Il est décédé en 1989 et la ville de Bourg a acheté la collection à ses enfants pour faire construire le musée. C'est un musée qui a une surface de 500 mètres carrés à peu près. Oui, quand vous avez présenté le fonctionnement de la forge du Oui. carrossier Bélion, est-ce que vous pourriez nous dire à quel type d'éléments de la carrosserie correspondait bon, quel était le métal d'abord? C'est du fer. C'est du fer. Et quelles étaient les parties des voitures qui étaient Les parties fabriquées avec ces métalliques. forges? Donc vous avez les essieux, Ouais. les freins, enfin les amortisseurs, pardon. Vous avez également les bandages de roues. Et puis ensuite, vous allez retrouver des parties métalliques sur le bout des brancards, les éléments qui permettent de fixer les lanternes. Les lanternes sont également en métal. En règle générale, elles sont commandées sur catalogue, par contre. Voilà, c'est à peu près les zones sur lesquelles vous allez trouver du métal. Le reste, c'est du bois, hein. D'accord. C'est du bois essentiellement. Et le carrossier faisait toute la partie en bois et complété avec la partie en fer ou il Alors, achetait c'est une la partie différence. Le carrossier fait la voiture de A à Z. D'accord. Il va travailler le bois. Je n'ai pas pu vous présenter les outils bois parce que ils ont été donnés en fait à un menuisier. Et très certainement, ce menuisier a récupéré des outils qui permettent de travailler le bois et qui faisaient partie de l'atelier Bélion. Mais c'était le choix de la famille et je ne suis pas certaine qu'ils aient fait le rapprochement entre la menuiserie et ils sont persuadés qu'ils sont charrons, hein. Donc, alors qu'en réalité, ils sont carrossiers. Donc, chaque voiture est faite à part. Oui, Il n'y a pas 3 fois le même modèle. et c'est jamais possible d'avoir le même modèle. Et c'est une question intéressante. Non seulement elles sont uniques, mais en plus, elles vont proposer des fois des éléments un peu étranges parce que bien, elles vont, si vous voulez, c'est le client qui commande. Donc, s'il a par exemple une jambe raide, il va demander qu'on lui fasse un marchepied un peu particulier. Vraiment, tous ces carrossiers de province qui ne sont pas très bien étudiés, et pour cause, parce qu'on n'a pas beaucoup d'archives, hein, ils vont participer aussi de l'évolution et de la transformation des voitures. Parce que ce sont des informations qui vont remonter inévitablement. Tout est fait sur commande. Et donc, je vous ai parlé des catalogues, mais vous avez aussi des petits des exemples, des échantillons, si vous voulez, de tissus pour que la personne puisse choisir telle toile, telle couleur. C'est du sur-mesure. Il devait y avoir des dessins ou des espèces de plans pour pouvoir construire la. Il peut y avoir sur des catalogues des plans, mais en règle générale, le charron fait ses propres, ou le carrossier fait ses propres dessins. Vous en avez retrouvé? Pas énormément, mais il y en a un petit peu. Moi, je veux dire, je suis un peu déçu de ne pas avoir vu plein de voitures. Ah, mais alors, le but, c'était pas de faire une visite virtuelle en direct. Je suis vraiment navrée, mais plutôt de vous présenter la collection Bélion. Et la collection Bélion, au départ, c'est vraiment une forge. C'est donc essentiellement ça. Et c'est surtout des archives. Donc après, bien sûr, vous pouvez venir visiter le musée pour découvrir les voitures. Ça me semble plus pertinent d'être sur le terrain. C'est beaucoup plus parlant, de toute façon.
C'est pas beaucoup. Mais je n'ai pas voulu faire une visite. Vous devez, dit Daniel. Le musée, ce que je voulais faire, c'était vous présenter les coulisses du musée, c'est-à-dire le travail qui se fait derrière le musée, pour que vous puissiez. Vous savez, souvent, on pense que tout est facile et que tout se règle de façon très simple, et ce n'est pas le cas du tout. Il y a beaucoup de travail à effectuer derrière la tenue d'un musée de France, et, et c'est un travail qui est méconnu de la part du public. Quand ils arrivent, les expositions sont déjà montées. Alors, c'est vrai qu'on a un public qui est participatif, hein. Vous avez des associations qui décident que la thématique cette année va leur plaire, ils vont proposer des œuvres qu'ils vont venir exposer. Mais derrière tout le travail de communication qui est fait, eh ben, tout ça, ça passe inaperçu. Et moi, c'était l'occasion aussi de présenter les personnes qui travaillent à mes côtés. Je comprends, pense, mais je reste remarque, hein. je Ouais, pense qu'on pourra voir les Voilà. voitures plutôt dans le cadre d'une sortie. Voilà, on est à Bordeaux, alors vous êtes très bien. Se déplacera pour visiter le- Au total, vous avez 45 voitures hippomobiles et il y en a 30 qui sont exposées dans le musée. Le but, c'est de pouvoir aussi les faire tourner. Donc, 45 voitures hippomobiles, vous imaginez, je n'aurais pas pu. On aurait dépassé l'heure. Parce que je peux parler à peu près 8 heures rien que sur les voitures hippomobiles quand même. Donc, c'est pour de vrai. Donc, je ne peux pas non plus, si je rentre dans le détail, oui. Et d'autre part, moi, ce que j'aimerais, c'est que vous ayez envie de venir voir le musée. Il y a quand même des programmes qui sont mis en place et c'est un vrai travail qui est fait derrière. 4 000 € pour monter le programme Fenêtre avec vue, c'est peu en soi et ça demande donc beaucoup de créativité. Il n'y a pas beaucoup de musées qui travaillent avec des budgets si petits. Il y en a quelques-uns, mais ce n'est pas la majorité. Et on arrive à faire vraiment du bon travail. Voilà. Donc pour moi, c'était important de pouvoir parler des gens qui travaillent à côté de moi aussi. Oui? Vous avez parlé du coup de menuiserie. Est-ce que vous avez de la documentation sur la façon dont était choisi le bois par rapport à la robustesse que vous voulez avoir, par exemple sur certaines pièces, avec la répartition des forces de traction, etc., en fonction de l'usage de la voiture? Pas sur le fond menuiserie, non. En fait, c'est essentiellement des agendas de commandes qu'ils passent. Oui? Alors, vous avez évoqué les archives, là, il me semble que ça s'arrêtait dans les années 30. Alors, Oui. Il me semble que l'entreprise a perduré jusque dans les années 70. C'est ça. Vous avez considéré que c'était. Je les ai conservées, les archives de qui concernent la menuiserie, parce que c'est la famille Bellion de toute façon. Et effectivement, je les ai conservées parce que quand vous allez aux archives, oui, il manque des fonds professionnels. Donc, ça ne va pas intéresser le musée à proprement parler, mais je ne me vois pas jeter des archives. Oui, mais pourquoi ça s'arrêtait dans les années 30 Alors, ça peut s'arrêter. Après, il n'y a eu plus que la menuiserie, bien sûr. C'est abandonné, hein. Oui. Vous dites que vous avez récupéré la forge. Oui. Mais en fait, vous avez récupéré quoi, les outils et vous avez reconstitué une forge dans le musée ou... J'ai récupéré, non, on n'a pas reconstitué la forge, mais on a bien récupéré le foyer, la hotte, on a récupéré aussi le soufflet, les tuyères, on a récupéré vraiment tout ce qui concernait la forge. Et c'est où ça? Ah, c'est dans les réserves. Oui. Le dentiste ambulant, elle est où? Cette voiture, elle est au Musée national de la voiture et du tourisme à Compiègne. Et à l'époque, le conservateur s'appelait Jean-Denis Devosges, je crois, de mémoire. Et donc, on s'était rencontrés à Paris et donc on avait échangé. C'est lui qui était venu me voir pour me dire que il trouvait ça intéressant parce qu'il avait une voiture qui était signée Bellion et lui, il voulait savoir justement si par hasard il y avait un rapport. Il n'y en aura peut-être pas de rapport, hein, parce que vous l'avez compris quand même, hein, ça recycle énormément. Hein. Donc, c'est facile de prendre un train, c'est-à-dire un essieu avec des roues et puis de faire une voiture différente, quoi. Apparemment, elle est différente. Ah oui, ça, elle est différente.
Oui, mais en même temps, je trouve ça très intéressant comme la manière dont ça fonctionnait, parce qu'on reparle maintenant beaucoup d'économie circulaire. Et en fait, bon, ce que vous semblez nous dire, c'est que certaines voitures sont fabriquées avec des éléments différents qui proviennent d'entreprises différentes. Qui proviennent d'entreprises différentes et qui proviennent parfois d'anciennes voitures qui vont être recyclées, donc. C'est drôlement intéressant de savoir que bon. Mais c'était souvent le cas et très longtemps. Moi, je fais partie de la génération société de consommation, mais moi, je me souviens de ma mère qui va laver son linge à la machine à laver, elle tombe en panne, elle appelle le dépanneur, il lui répond c'est pas la peine, ça va vous coûter plus cher, acheter une machine toute neuve. Ça faisait 2 ans qu'elle l'avait. Donc, elle n'était pas contente, hein, je peux vous dire. Et ça, quand cette société de consommation s'est mise en place, ben, le recyclage, ça n'a plus intéressé grand monde. C'est dans la mesure où on dit aux gens, ben, ça va vous coûter plus cher de réparer que de prendre du neuf, ben, qu'est-ce que vous faites? Ben, vous achetez du neuf. Hein. Mais le recyclage, ça, c'était bien sûr. Comment? Ce que vous dites, c'est que c'est intéressant parce qu'on y revient maintenant au recyclage. Et oui, ben, c'est mieux, peut-être. Recycler les ministres. On recyclait les ministres aussi? Oui. Ce n'est pas que le fond de Bélion qui est intéressant. C'est la manière dont il a été travaillé qui est intéressant. Et c'est un très bon travail d'ethno-archéologie qui a été fait, là, manifestement. Et ça, c'est un modèle qu'il faudrait utiliser. J'ai vu des ateliers disparaître comme ça, sans que personne ne s'y intéresse. Et là, c'était vraiment un bon travail qui a été fait. Alors, cela dit, est-ce que vous avez pu recueillir des souvenirs, de façon, histoire de vie, d'un point de vue ethno, sur ce monsieur Bélion, sur Michel Bélion? Non, non, parce que je pense que Michel Bélion a vu la forge fonctionner, mais il en a peut-être un peu entendu parler, mais non, je n'ai pas récolté. Par contre, lorsque je viendrai parler des cuves à pétrole, j'ai des témoignages oraux. Et ça, c'est vraiment important parce que c'est ce qui va permettre de donner une dimension humaine au site de la citadelle. Et ça, vous l'avez compris, c'est quand même important pour nous. Oui? Est-ce que vous pouvez redire le nom de Charon, mais des autres noms de professions qui ont travaillé sur les voitures? Sur les voitures, vous allez avoir des charrons, des forgerons, parce que des fois, vous avez besoin juste du forgeron pour aller faire une réparation. Le charron, il va faire la roue et il va faire aussi des voitures plutôt utilitaires, relativement simples, si vous voulez, des charrettes, des choses comme ça. Alors, moi, j'ai passé mon enfance dans une campagne qui s'appelle Saint-Sulpice-et-Caméra. Oui. Et notre voisin direct était Charon. Et je suis souvent allé passer des après-midi entiers chez lui. Je l'ai vu travailler ses roues. L'atelier existe toujours. Ah. Oui. Alors, le petit-fils est carrossier automobile. Mais ce monsieur, Fred, il fabriquait des. Bon, je l'ai principalement vu faire des roues, mais je l'ai vu scier des arbres, scier les éléments qu'il allait utiliser, et refaire des charrettes, principalement les bras. Je me souviens des Oui, bras. c'est ça. Et changer les roues, refaire les roues. Donc, je pense que peut-être M. Fred Junior a des archives. Ça veut dire qu'on va devoir se revoir. Avec plaisir. Qu'est-ce qu'il a dit? Oh, ben oui, avec plaisir, dit-il avec la grimace. Non, non, non. Ah, vous le connaissez? Je ne critique pas le président. Moi, je trouve ça très intéressant et ça me donne beaucoup de regrets en même temps, parce qu'il y avait à côté de la Drac, de Bordeaux, un très grand carrossier, très connu. C'était un des meilleurs carrossiers de France dans les années 20, 30, 40. Enfin, à 40, les commandes avaient dû baisser. Mais bon. Oui. Qui s'appelait Laïtet. J'ai essayé de savoir où étaient passés s'il avait des archives, ce qu'il en faisait. J'ai jamais eu de réponse. Et Comment il s'appelait? Laïtet.
Moi, je connais une dame, là, Ouais, mais c'est pas un nom rare ici. Mais tous les gens qui ont travaillé à la DRAC sont passés devant chez la ITET, qui ennuyait tout le monde parce qu'ils mettaient les voitures un peu n'importe où. Mais alors, il a fait des voitures, mais des voitures magnifiques. C'était l'époque où on allait enfin, ceux qui pouvaient aller au salon de l'automobile à Paris, se commander châssis, moteur, et on envoyait ça encore chez les carrossiers, qui étaient vraiment les héritiers de ces carrossiers-là. Et alors, mais les dessins, enfin les modèles de la ITET étaient très recherchés. Voilà. C'est un atelier qui comme tu disais, c'est un atelier qui a disparu et il était juste à côté de nous. Et c'était quelqu'un vraiment de très connu, quoi. C'est dommage. Et je me souviens d'avoir visité les ateliers de Ferro de Bordeaux. J'y pensé, je ne sais plus exactement où il de Quater, mais des ateliers qui ont été détruits. Je n'ai rien pu faire. Et l'atelier de M. Dibès, que nous autres on a bien connu, la société archéologique, qui fabriquait des soufflets sur 3 générations. Il nous avait invités donc pour la fin, mais il y avait la forge, il y avait l'atelier pour le bois, tout ce qu'il fallait pour faire des soufflets. Et là, quand même, son fils a fait d'accord, tous les archives sont partis aux archives de Bordeaux Métropole, c'est super. Voilà. Mais tout, c'est un appartement, Et effectivement, là, ça s'est bien passé, parce que Pierre Livet n'était pas n'importe qui, finalement, etc. Mais des archives comme ça, des archives professionnelles, on n'en conserve pas. La preuve, c'est que la menuiserie, les archives n'ont pas voulu. Non. Mais si on trouve ça pour l'équivalent pour le XVIIIe siècle, on va être émerveillé. Sauf qu'on le détruit pour aujourd'hui. C'est pas normal. C'est inadmissible, même de la part des services des archives. Je dis ce que je pense, hein, même pour les collègues, tant pis. c'est pas l'archiviste. Non, c'est rien. Il n'y a pas d'archiviste aujourd'hui, donc tout va bien. Pardon. Pour le recueil des archives, justement, vous avez parlé que l'objectif c'était de reconstituer le fonctionnement de la société. Mais est-ce que vous arrivez à reconstituer aussi ton savoir-faire qui était derrière? Ah. C'est beaucoup plus difficile, mais j'ai eu l'occasion de rencontrer Jean Donat, le vieux Charon de Bourg. Il fait partie de ces personnes qui ont jeté leurs archives. Et vous ne pouvez pas, c'est reconstituer la forge, il faut trouver quelqu'un qui soit en capacité de la faire fonctionner. Je veux dire, vous ne pouvez pas vous improviser forgeron comme ça du jour au lendemain. C'est des travails en plus qui sont quand même pénibles, hein. Je pense qu'il ne fait pas froid à côté de la forge. Oui. Voilà. Parce que là, nous, on avait fait avec Michel Bellion, on avait fait un petit feu, hein, donc c'était pas énorme, mais je pense qu'ils n'ont vraiment pas froid. Quand il faut châtrer une roue, par exemple, vous avez votre morceau de bois, donc et que vous allez devoir mettre le bandage en fer sur le bois, c'est pas simple. C'est pas simple. Et même si le charron vous explique comment il faisait, vous ne comprenez pas nécessairement. En plus, vous avez du vocabulaire qui n'est pas nécessairement le vocabulaire que vous avez couramment l'habitude d'entendre, ou même en fonction des régions, et ils font pour une même chose, ils emploient des mots différents. Donc, c'est vraiment pas évident du tout. Jean Donat, c'était un monsieur, il est mort, il avait plus de 100 ans. Je suis allée l'interviewer sur son métier de charron, et il a dévié sur les cuves à pétrole. Et c'était pas courant, si vous voulez, parce que j'ai interviewé des habitants de Bourg, hein, mais au début, ils ne voulaient pas parler. Et pour la Seconde Guerre mondiale, par exemple, ils ne voulaient pas parler. Et là, je me suis retrouvée avec Jean Donat, c'est le seul que j'interrogeais pas pour parler donc de la Seconde Guerre mondiale. Et ben, il n'a pas pu s'empêcher d'y aller. Donc moi, je voulais qu'il me parle de son métier de charron. Il m'en a parlé un peu, bien sûr, mais il était déjà très âgé. C'était pas évident, quoi.
Bravo pour le travail. Mais vous verrez que pour les cuves à pétrole, c'est vraiment très pertinent, le travail justement de récolter des informations. Alors c'est vrai que l'information orale n'est pas fiable, parce que aujourd'hui, nous sommes ensemble dans la salle. Moi, je vois un panneau avec des affiches et vous êtes dans l'autre sens. Donc, vous voyez une projection au mur. Donc, ça va dépendre de comment on est situé. Ça dépend aussi de la sensibilité. Vous avez le sens du détail. L'autre, il préfère voir un global. Vous voyez, il y a plein de paramètres qui vont rentrer en ligne de compte. Pour autant, c'est vraiment très important. Et est-ce qu'on peut penser qu'une archive, un document papier, je veux dire une archive, est également... Est-ce qu'on peut penser qu'une archive est fiable? Est-ce que quand la personne a écrit son document, elle ne s'est pas trompée? Ça nous arrive tous, hein, de nous tromper. Il y a un bouton. Et des sources. Ah voilà, pas mieux. Merci. Donc, c'est toujours pareil, si vous voulez. Et toute source doit être critiquée. Moi, je trouve aussi. On connaît César pour la guerre des Gaules, mais on sait très bien qu'il a raconté n'importe quoi. Oui, mais on aime. Non, il n'a pas raconté n'importe quoi. Il a raconté dans un certain but. Ben, bien sûr. On prend une carte, elle a été faite pour montrer quelque chose. Elle ne représente pas toute la réalité. Aucun document, aucun témoignage ne représente toute la réalité. Non. Oui, mais là, le fonds d'archives avec les fournisseurs, tout ça, les pièces commandées, c'est du vrai, là, c'est du concret, c'est du vrai. C'est du vrai, mais en même temps, il peut y avoir malgré tout une erreur au moment où ils écrivent, c'est pas la bonne date. Ben oui, ça peut arriver, ça peut arriver. Donc, c'est du vrai aussi, celui qui fait le témoignage oral, si vous voulez. Moi, je me suis retrouvée devant des personnes âgées qui se sont quand même mises à pleurer en témoignant, donc c'est encore très vivant pour eux. Donc, évidemment, comme ils étaient enregistrés, j'étais obligée d'arrêter l'enregistrement. Donc, la grande distribution des mouchoirs, parce que je pleure avec eux, donc comme ça, c'est bien. Et puis après, il faut repartir. Et ça fait vraiment bizarre de voir ça. C'est du patrimoine vivant. C'est sûr que c'est du patrimoine vivant. Parce que ce sont des personnes très âgées. Elles sont toutes décédées maintenant, hein. C'était des personnes très âgées qui ont été élevées dans le style un garçon, ça pleure pas. Et donc, quand elles se mettent à pleurer en parlant de ça, de la Seconde Guerre mondiale, alors qu'il n'y a pas eu non plus de sévices sur la population, quoi, hein. On va aller boire un verre à leur santé. On va aller boire un verre à leur santé. Bah, écoutez, pas de problème. En tout cas, merci. C'est pas moi qui conduis le métro. Ah oui. Merci à vous. On peut vous parler pendant l'apéritif. Il faut peut-être couper. Le micro. Et on parle après. Il reste encore 4 participants, mais je ne sais pas qui c'est. Et ils n'ont pas posé de questions. Non, Dans le chat. mais je ne sais pas. Ouais. Non, ils ont écouté. Je sais pas, il y en a encore 4, donc je les ai suivis. Il y a un chat. Bon, ben, vous êtes invité à boire un verre. Oui, tu pas dit ou pas? Oh, ok. Bon, bien, au revoir tout le monde. Bye bye. Et voilà.